À 75 ans, l'homme qui a passé un demi-siècle à défendre une seule et même relation se heurte enfin à un silence qu'il ne peut dissiper. Le roi Charles III, assis dans la pénombre de la chapelle du palais, les mains tremblantes implore désespérément une clarté qui se refuse à venir. Hors des murs de pierre, la monarchie britannique ne fait pas face à un simple scandale de plus. Elle est en proie à une guerre financière et émotionnelle qui a bouleversé l'ADN familial d'un seul coup. Les gros titres ne murmurent plus de désaccord. Ils hurlent une rupture nette et clinique qui a coupé le sang de la reine consorte. Le prince William a signé le décret et l'argent qui affluait autrefois comme une rivière silencieuse sur les comptes des familles Shand et Parker Bowles est désormais tari. Le paradoxe de ce moment est aussi tranchant qu'une guillotine, celle qui a survécu à des décennies de haine publique. Pour enfin porter la couronne, est désormais traité comme un fardeau financier par son propre beau-fils. Avant même que les premiers rayons du soleil n'atteignent les grandes fenêtres du palais royal, un murmure s'était déjà mué en un tonnerre d'applaudissements parmi le personnel. Il ne s'agissait pas des habituelles conversations matinales sur les tenues ou les voyages. C'était la prise de conscience que le prince de Galles était passé d'observateur à bourreau. William n'a demandé ni consultation, ni réunion de comité. Il a agi avec la froideur définitive d'un homme qui en a assez vu. En un après-midi, les virements bancaires complexes et les généreuses allocations qui maintenaient la famille élargie de Camilla dans un prestige ostentatoire ont été supprimés. Pour comprendre pourquoi le futur roi décida de s'en prendre à l'épouse de son père, il faut se rendre dans une petite pièce encombrée d'une maison confortable du Wiltshire. Là, Andrew Parker Bowles, l'homme qui avait été l'un des protagonistes du mariage le plus scandaleux de Grande-Bretagne, était assis dans un fauteuil en cuir, usé, un enregistreur numérique à la main. À 84 ans, ce vétéran décida que son cœur avait porté trop longtemps le poids des secrets de la couronne. Il ne se contenta pas d'évoquer d'anciennes infidélités ou les peines de cœur adolescentes des années 1970. Il leva les voiles que les conseillers en communication du palais avaient passé 40 ans à enduire d'une façade lisse et trompeuse. Sa voix rauque sous l'effet de la fatigue d'une longue vie confessa que le royaume était bâti sur une illusion financière. L'enregistrement d'Andrew affirmait que Camilla n'était pas simplement tombée amoureuse d'un prince. Elle avait passé des décennies à bâtir un empire occulte de fiducies secrètes et de sociétés offshore. Il décrivait un labyrinthe de organismes de bienfaisance opaques, qui fonctionnaient davantage comme des coffres-forts privés pour ses plus proches alliés que comme des instruments du bien public. C'était l'éclatement de l'illusion dorée de la reine réformée. L'idée qu'elle était une femme qui n'avait jamais voulu que servir l'homme qu'elle aimait. Dans l'enregistrement, elle est dépeinte comme une experte en stratégie. À long terme, une femme qui avait appris à détourner chaque règle aristocratique à son avantage, pendant que le monde entier était absorbé par ses bijoux. Quelques heures plus tard, la bande fuit et la paix fragile que les Windsor s'étaient efforcés de préserver s'évapora. L'ascension du couple en or des années 1970 s'apparentait davantage à une partie d'échecs qu'à un conte de fées. À la fin des années 1960, les verdoyants terrains de polo anglais furent le théâtre d'une relation qui allait presque faire basculer la monarchie. Andrew, officier de cavalerie au sourire charmeur, et Camilla, femme magnétique, fumaient avec défi et riaient plus fort que les convenances ne le permettaient. Ils incarnaient une aristocratie moderne et rebelle, affranchie des attentes rigides de leurs parents. Mais derrière les portes de Bolhide Manor, le glamour masquait une toute autre ambition. Leur mariage était un partenariat de statut et de désir, une union où l'amour passait souvent après la quête d'influence et la proximité du pouvoir. Tout a basculé au retour du prince Charles de son service dans la marine et le regard de Camilla
s'est porté sur le trône. Andrew admettra plus tard avoir lui aussi été infidèle, mais il prétendit que les trahisons de Camilla étaient purement mécaniques, s'inscrivant dans une stratégie plus vaste visant à ce qu'elle ne soit plus jamais considérée comme un objet jetable. Il l'a vu lui échapper comme du sable entre ses doigts, piqué par 1000 petites distances, les coups de fil tardifs, les voyages à Londres qui semblaient interminables, les murmures qu'il n'aurait jamais dû entendre. Au début des années 1980, il comprit qu'il n'était plus un mari mais un simple tremplin. Tandis qu'il luttait contre cette humiliation, Camilla discrètement jetait les bases d'une sécurité financière qui resterait invisible pendant 30 ans. La découverte qui déclencha la fureur du prince William fut un épais rapport d'audit qui s'abattit sur son bureau comme un poids. En le parcourant, il découvrit que des millions de livres avaient été systématiquement détournés du trésor royal pour financer le train de vie de la famille élargie de la reine. Cette découverte provoqua une véritable tempête au sein du palais, opposant les conseillers, prônant la clémence familiale à ceux qui dénonçaient une décennie de corruption silencieuse. Pendant 3 jours, William ne mangea, ni ne dormit, presque hanté par le poids du portrait de sa mère, qui le surveillait depuis le mur de son ancien bureau. L'air du couloir était imprégné du parfum des vieux livres et de la dure réalité d'une confiance trahie. C'est Catherine qui donna l'impulsion finale, sa voix ferme malgré sa propre lutte contre la maladie. Elle regarda William droit dans les yeux et lui dit de ne rien faire sous le coup de la colère, mais de refuser catégoriquement de rester les bras croisés. Ces mots résonnèrent en lui un sens du devoir plus fort que toute loyauté paternelle. William entra dans le bureau de Diana après minuit, une pièce qui reste le sanctuaire de la femme que le palais avait jadis tenté d'effacer. Il s'assit au lourd bureau en bois, fixa du regard le document officiel qui allait ruiner la faction de sa belle-mère et signa d'un trait unique et décisif. Il ne se contenta pas de bloquer les fonds, il marqua la fin de l'ère des secrets, prouvant que la couronne appartenait désormais à un homme qui privilégiait la vérité au confort. Les répercussions furent un véritable raz-de-marée qui retira Camilla de la vie publique presque instantanément. Elle disparut derrière les hauts murs de pierre du palais, remplacés par une nuée d'avocats à la langue acérée qui inondèrent les médias. Leurs démentis ressemblaient davantage à des menaces, laissant entendre des contre-poursuites et la révélation de profondes blessures au sein du palais, si l'enquête se poursuivait. Charles se retrouva paralysé face à un choix impossible, pris entre la femme qui l'avait soutenu durant le scandale du Tampon Gate et son fils désormais défenseur de l'honneur de la monarchie. Les déclarations publiques du roi exprimant sa pleine confiance furent perçues comme un masque vide, une tentative désespérée de dissimuler les profondes divisions qui minaient sa propre famille. Au-delà des grilles, la crise transforma le Royaume-Uni en un champ de bataille sociologique. Des monarchistes loyaux, souvent âgés et en larmes, campaient devant les grilles du palais, chantant des hymnes comme si leur voix pouvait à elles seules maintenir la tradition en ruine. De l'autre côté de la rue, la colère du mouvement républicain atteignait son paroxysme. Leurs pancartes exigeaient la révélation des trusts secrets et la fin de la monarchie de l'ombre. La confiance envers la famille royale chuta sous la barre des 50%, un chiffre qui signalait une véritable menace existentielle pour la lignée des Windsor. La firme n'était plus un symbole d'unité. Elle était devenue une étude de cas exemplaire de la façon dont une famille peut être déchirée par le conflit entre orgueil et principe. Le souvenir du Camilla Gate de 1993 hantait à nouveau la cour, rappelant au public que ce n'était pas la première fois qu'un enregistrement secret ternissait l'image de la famille royale. À l'époque, une conversation de 6 minutes interceptée par un passionné de radio avait fait du futur roi la risée du monde entier et avait anéanti les derniers vestiges de son mariage
avec Diana. Ce scandale avait fait voler en éclats l'illusion de la perfection royale, laissant une impression de fragilité humaine qui n'a jamais vraiment été oubliée. Aujourd'hui, l'histoire se répétait, mais avec une dimension financière plus sombre. Les enregistrements du Squidgate et du Tampongate étaient une affaire de désir. Celui de Parker Bowles, quant à lui, révélait les rouages du pouvoir et le prix d'une couronne qui n'aurait jamais dû lui revenir. En Australie et au Canada, le scandale fut l'élément déclencheur du mouvement anti-monarchique. Des hommes politiques autrefois prudents réclamèrent alors des référendums pour rompre définitivement les liens avec le trône britannique. Dans les Caraïbes, la polémique constitua le dernier élan vers l'indépendance, tandis que les nations observaient les Windsor se disputer des millions de dollars, sans que l'histoire de leur propre souffrance coloniale ne soit abordée. Le prestige international de la monarchie britannique s'effritait non pas sous l'effet d'un ennemi étranger, mais sous le poids d'une voix venue d'un fauteuil du Wiltshire. La couronne n'était plus un facteur d'unité. Elle était devenue un atout déprécié aux yeux d'un monde qui n'avait plus besoin de roi ni de reine. À l'intérieur du palais, le silence est désormais assourdissant. Charles demeure un homme profondément blessé, un monarque, qui a compris que la femme qu'il a protégée toute sa vie a peut-être profité de cette protection pour bâtir son propre royaume. Agenouillé dans la chapelle, il cherche une réponse qui sauverait son mariage et son héritage, mais le silence de la pierre est sa seule compagne. William a prouvé qu'il était prêt à devenir roi, mais le prix de cette préparation est la destruction totale de la paix familiale de son père. Le prince a choisi l'institution plutôt que l'individu, une décision qui reflète les exigences implacables de la couronne qu'il portera un jour. La guerre du Tirukaji, ceci arrière-goût de cette guerre financière est un sentiment persistant d'incertitude quant à la nature des liens royaux. Camilla détient le titre, mais William contrôle les finances et l'équilibre des pouvoirs a basculé à jamais. La reine consort a appris que dans le jeu des trônes, le passé n'est jamais vraiment enterré. Il attend simplement d'être enregistré. Rejetée par le peuple, acceptée par le roi, elle est désormais exilée par l'héritier. C'est un parcours d'une incroyable résilience et d'une profonde stratégie qui l'a menée à une demeure de cèdre et d'ombre, où la lumière brille, mais où le cœur de la famille Aïe a disparu. Alors que le soleil se couche sur le palais, la question qui se pose pour la nation est de savoir si cette brèche dans l'armure pourra jamais être véritablement refermée. Certains voient dans la prise de position de William le début d'une monarchie plus honnête et moderne qui n'a plus peur de ses propres zones d'ombre, ni des liens financiers de ses membres. D'autres craignent qu'il s'agisse du lent délitement d'un millénaire de tradition, un processus où la vérité est plus dangereuse que le mensonge. Mais une chose est sûre, l'ère de l'exploitation de l'image royale est révolue. L'argent a cessé de couler, les enregistrements ont été diffusés, et la maison de Windsor se dresse enfin face à la réalité implacable du XXIe siècle. L'histoire de la crise royale témoigne du conflit incessant entre pouvoir et sang et du fait qu'en fin de compte, la couronne l'emporte toujours. Charles a peut-être prié pour une réponse, mais celle-ci était déjà inscrite dans la signature de William. Le roi a survécu au scandale du passé, mais il pourrait bien ne pas résister à la lucidité de l'avenir. Alors que les portes du palais se ferment pour la nuit, le monde ne voit plus que l'image d'une famille qui possède tout, mais qui ne possède rien, qui ne puisse être mise au jour par un simple audit honnête. La légende de la vie fille en or s'est estompée et la réalité du prince de fer a pris sa place. Que pensez-vous de la décision du prince William de couper les vivres à la famille de Camilla? Était-ce un acte nécessaire pour protéger la couronne ou une trahison de sang-froid envers le mariage de son père?
Croyez-vous que les révélations d'Andrew Parker Bowles aient durablement changé la façon dont l'histoire percevra la reine consorte? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, tandis que nous continuons de lever le voile sur les personnalités qui se cachent derrière les fastes. Nous lisons chacun de vos écrits sur les figures légendaires qui façonnent notre monde. Si cette plongée immersive dans les coulisses de la famille royale vous a touché, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour que ces histoires de résilience et d'authenticité continuent de vivre. Les lumières de la chapelle se sont enfin éteintes et le roi s'est retourné dans son bureau. Le silence qui règne à Buckingham Palace n'est plus empreint de tension, mais d'une résolution absolue et terrifiante. La transition a commencé non par un couronnement, mais par un audit et un enregistrement. La monarchie est sauvée, l'avenir est tracé, et les femmes qui se sont battues pour son âme ont enfin trouvé leur place de part et d'autre du portail. William avance, la couronne l'attend, et le passé est enfin véritablement relégué aux oubliettes. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour la suite de l'histoire des Windsor. La vérité est brutale. Le scandale n'a pas détruit la famille du jour au lendemain, mais il a révélé l'ampleur des dégâts déjà causés avant la signature. La rupture financière a marqué le moment où la monarchie a cessé de se reconstruire et a commencé à lutter pour survivre aux conséquences de ses propres secrets. William n'affichait aucun triomphe et Harry aucune résignation, et Charles aucune sérénité. Chacun portait en lui une part de cette même fin, vers un avenir où les règles étaient enfin claires. L'argent a été coupé, la porte verrouillée, et la monarchie a fait son choix. La fin de l'histoire est le début du mythe, et le silence est beau. Dans une ville où tout est exigeant, la famille royale a su préserver son organisation au prix de son authenticité. Le cap est franchi, la décision est prise, et l'avenir se construit dans le silence des archives officielles. Charles a trouvé la sérénité dans la confiance accordée à la famille royale et William dans ses responsabilités. La dynastie Windsor est à l'abri car elle a enfin appris à privilégier la vérité à la mise en scène. Le prince de Galles incarne le nouveau modèle de la couronne. Au revoir pour l'instant, et souvenez-vous que même au palais, les décisions les plus importantes se prennent souvent en privé. Le pouvoir est fermé, les comptes sont clos, et l'avenir est là.